Madame, Monsieur, bonjour, chers internautes, bonsoir, c'est Selan. Nous recevons dans le cadre de notre interview l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, le député, Monsieur Franck Guémard. Bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté cette interview de notre rédaction. Vous venez de mettre sur le marché du livre un essai portant sur la lutte contre la pauvreté au Gabon. Pouvez-vous nous en donner la substance? Alors, déjà, je remercie à votre organe de presse Batrikov, que j'observe depuis quelques temps, et vous faites vraiment un travail formidable. Merci. Je vous en félicite. Merci. C'est vrai que nous avons été, enfin personnellement, j'ai été aussi dans votre métier pendant de longues années. Alors, c'est vrai, effectivement, j'ai publié ce mois d'avril dernier mon premier essai politique et social sur la lutte contre la pauvreté au Gabon. Tome 1, ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon. C'est un essai qui est un plaidoyer en fait. Un plaidoyer parce que dans notre pays, vous savez, malheureusement, depuis des décennies, c'est pas d'aujourd'hui, hein, depuis des décennies, un tiers de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire un Gabonais sur 3 vit chaque jour avec moins de 4000 francs CFA selon les critères de la Banque mondiale. Or, le Gabon, qui est considéré comme un pays riche en Afrique, un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, eh bien, cela constitue ce que j'appelle le paradoxe gabonais. Le paradoxe gabonais, c'est cela, c'est-à-dire un pays qui a un produit intérieur brut élevé pour une petite population de 2,3 millions d'habitants, qui fait que le PIB par habitant est de l'ordre de autour de 8 000 à 9 000 dollars américains par tête d'habitant, ce qui fait à peu près 5 millions de francs CFA. C'est un PIB par habitant qui est élevé en Afrique et dans le monde. Mais malheureusement, nous avons encore un tiers des Gabonais qui vivent dans la pauvreté, et nous le voyons dans nos familles, dans notre entourage, chez nos amis, chez les jeunes, chez les femmes, au foyer, ou les veuves et les orphelins. Donc ce paradoxe gabonais, il m'a semblé utile qu'il soit temps qu'aujourd'hui la classe politique gabonaise, et notamment l'élite, prenne en considération cette injustice sociale. Parce que pour moi, la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas de la charité. C'est-à-dire, bien que je sois chrétien, je considère que la charité est quelque chose que l'on doit pratiquer quand on est un bon chrétien. Mais, comme Nelson Mandela le disait, lutter contre la pauvreté, ce n'est pas une affaire de charité, c'est une affaire de justice. Et donc, en tant qu'homme politique engagé, je pense que il est temps de rétablir ou de réparer cette injustice sociale dans notre pays. Et ce plaidoyer que je fais dans cet ouvrage, très facile à lire, de moins de 100 pages, eh bien, il vous permet à tous et à tous, aux jeunes, aux décideurs, aux organisations internationales, je dirais à tous ceux qui s'intéressent vraiment à la lutte contre la pauvreté au Gabon, de voir quelques solutions que j'esquisse, parce que vous savez, nous sommes dans une période difficile, parce que le Gabon, avec une dette publique de plus de 8 600 milliards de francs CFA, qui occupe déjà plus de 80% du produit intérieur brut, eh bien, nous sommes déjà hors des critères de la CEMAC, de l'Afrique centrale, et nous nous approchons dangereusement des 100% du produit intérieur brut. Donc, cette dette publique étrangle considérablement les finances de l'État à cause des remboursements qui sont importants. Et j'ai pensé qu'il était utile que tout le monde puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice
dans les discussions qui sont engagées actuellement entre le Gabon et le Fonds monétaire international, le FMI, pour essayer de trouver des solutions pour, je dirais, soulager les finances publiques du Gabon par un appui, par un programme. Donc, cet ouvrage, que je considère comme un plaidoyer, est une contribution d'un Gabonais qui pense aussi qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice Gabon. Justement, vous avez déjà commencé à répondre à ma seconde question. Quelles sont les autres motivations qui vous ont poussé à commettre cet ouvrage, précisément à l'ère de la Ve République? Vous savez, le président Oligui Nguema, qui a été élu de manière écrasante avec 94,25% des voix, et nous avons soutenu, comme je l'ai toujours soutenu dans la période de la transition, qu'il a réussi à réaliser. Et je crois que c'est ce succès de la gestion de la transition qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les Gabonais lui demandent d'aller plus loin, plus haut, plus fort, qu'ils sont maintenant aussi impatients. Et leur impatience, on l'a vu lors des mouvements sociaux de la fin d'année 2025, 2026. C'était pour ces Gabonais de la communauté de la vie, de la communauté éducative, de demander au président de la République d'en faire encore plus pour elle. Et je crois que le président a reçu le message 5 sur 5. Pas qu'il était insensible, mais ça lui a rappelé qu'il faut qu'il accélère les réformes, il faut qu'il accélère l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, pas que les fonctionnaires, mais vous avez aussi les Gabonais économiquement faibles, les pauvres, qui sont sur le bord du chemin au Gabon et qui attendent beaucoup de lui. Donc, c'est un cri d'espoir que cette communauté éducative a manifesté au président de la République, parce que c'est leur seul espoir de pouvoir s'en sortir. Et je vois qu'aujourd'hui, lui aussi a besoin de soutien. Il a besoin que la classe politique, de manière inclusive, ce n'est pas simplement ceux qui sont au gouvernement ou ceux qui sont députés, bien tout le monde doit le soutenir pour qu'il puisse réaliser ce défi de réduire la pauvreté dans notre pays. Et lui-même, à juste titre, l'a dit plusieurs fois, dans plusieurs discours, il nous a dit qu'il est pour le partage des richesses, que chaque Gabonais devrait avoir sa juste part de la richesse du Gabon, qu'il est pour la destination universelle des biens. Vous savez, c'est la doctrine sociale de l'Église. Vous savez que c'est un grand pratiquant, un croyant. Oui, c'est vrai. Donc, cette doctrine sociale qui dit, de l'Église catholique, qui nous dit que, eh bien, c'est vrai que le droit à la propriété, c'est un droit légitime, mais nous devons aussi donner ce qu'on appelle notre hypothèque humanitaire, cette hypothèque sociale qui doit permettre aussi à tous ceux qui réussissent à aider son prochain, à tirer les plus vulnérables, les plus faibles. Et je pense que c'est cette contribution qui me motive dans ce sens-là, aussi contribuer à, je dirais, à la politique du président de la République pour qu'il réussisse ce défi d'une régression, d'une lutte contre la pauvreté dans notre pays. Merci, Monsieur Nguema, pour cette réponse enrichissante. Ce qui est bon pour le Gabonais est bon pour le Gabon. Peut-être nous expliquer cette assertion en quelques mots ou en quelques phrases. En une phrase simple, Montesquieu, vous savez que c'est Montesquieu qui a codifié le modèle de l'État que nous avons au Gabon. Montesquieu disait que les lois de la République doivent être conformes au peuple. C'est-à-dire on doit faire des lois par rapport au peuple. On ne doit pas faire des lois par rapport à soi, nous les hommes politiques ou les gouvernants. C'est-à-dire que ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire dans la gouvernance doit aller dans le sens des Gabonais, pour que les Gabonais se sentent bien, pour améliorer leur bien-être, le vivre ensemble. Cette communauté des destins ne doit pas être une vision, je dirais, unilatérale de l'élite et de la classe politique gabonaise. Et le président de la République, Brice Oligui Nguema, le dit souvent, que lui, il met l'homme gabonais au centre de son action politique. Et nous devons comprendre cela. Nous ne devons pas être une classe politique ou une élite
qui ne pense qu'à elle. Et c'est ça le mal de notre pays. Quand je dis la classe politique, je m'inclus aussi. Et je ne stigmatise personne. Parce que notre classe politique, vous savez, c'est la même depuis 1990, depuis le retour au multipartisme. Vous voyez, on vient d'inaugurer le superbe palais des congrès Omar Bongo Ondimba à la Cité de la démocratie. Ce site historique que le président Oligui a voulu pour ramener le Gabon, je dirais, dans le concert des nations, voulait remagnifier la position du Gabon, le rayonnement du Gabon en Afrique. Eh bien, c'est là où s'est déroulé notamment ce qu'on a appelé la conférence nationale, qui nous a ramené le multipartisme dans notre pays en 1990. Ils se sont retrouvés autour de la table, l'opposition radicale de l'époque et le parti au pouvoir et unique à l'époque pour décider de construire ce Gabon, de construire l'édifice du Gabon ensemble. Donc ça veut dire que les fils et les filles de ce pays, quel que soit leur bord politique, peuvent se retrouver à un moment ou un autre charnière de notre histoire pour, je dirais, travailler au moins sur les points sur lesquels ils sont d'accord. Parce que vous savez, on ne peut pas être en discorde sur tous les points, même si on est de différents partis politiques. Il y a quand même, dans nos visions, dans nos lignes politiques, chacun dans nos partis politiques, des points sur lesquels nous sommes d'accord. Et je pense que nous pouvons effectivement commencer déjà à travailler sur les points sur lesquels nous sommes d'accord, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre chapelle politique, quel que soit notre parti politique, autour du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est ça la politique inclusive qu'il a réalisée quand il est arrivé à la tête de l'État. On doit retrouver cette inclusivité. Parce que si nous procédons à l'exclusivité, c'est notre tour, oh non pas tel, ou ceci, ou cela, eh bien, l'État comment dire ça, met de côté les intelligences. Déjà que nous ne sommes pas nombreux. Madame, Monsieur, vous l'avez constaté, l'interview de Monsieur Franck Nguema, conseiller municipal Oui, en effet, je suis conseiller municipal à Kanda. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, on va le rappeler, et député. Ancien député du deuxième arrondissement député. D'accord, merci encore. Vous paraphrasez dans votre essai Feu André Baobab, qui avait comparé le Gabon à une île de richesse dans un océan de pauvreté. Est-ce à dire que cet ouvrage est un hommage à ce personnage? Oui, c'est un hommage parce qu'André Baobab, Amo, c'est mon père. Peut-être que vous ne le savez pas. Et ce père, avec qui j'ai grandi, que j'ai accompagné jusqu'au bout, dans son combat politique, moi je faisais des affaires et lui il faisait de la politique. Je l'ai accompagné jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière demeure, à Médouneux, dans le département du Haut-Komo, dans la province du Wellington. Eh bien, il me titillait toujours pour voir mon engagement politique. Je lui disais toujours que moi, je suis un homme d'affaires, je suis derrière lui comme un bon fils, je l'aide autant que possible, mais que effectivement, pendant toutes ces années, ça n'a empêché que quand votre père est dans un métier, eh bien, il essaye aussi de vous attirer. Et 3 ans après sa disparition, parce que lui, il nous a quittés le 12 avril 2015, et moi, 3 ans après, le 12 février 2018, je me suis lancé en politique. J'ai participé aux premières élections législatives de ma vie. C'était en 2018, comme candidat indépendant, sans chapelle politique. D'accord. Et j'ai réussi le pari de gagner du premier coup une élection majeure, les élections législatives, et j'ai été député indépendant de 2019 à 2023 au cours de la 13e législature. J'avais battu le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, très puissant. Et j'avais battu l'Union nationale
qui était en tandem avec RHM, l'opposition radicale, et ça m'a permis aussi de pouvoir eh bien, être un élu national. Et j'ai été appelé au gouvernement. Vous savez, un député, il a deux fonctions principales. Soit il siège au Parlement comme député, soit il siège au sein du gouvernement. Alors, soit il est dans le législatif, donc il est parlementaire, soit il est dans l'exécutif, il est membre du gouvernement. Et donc, ce sont des fonctions qui sont relatives à servir son pays. Donc, j'ai accepté de servir mon pays, de servir les Gabonais. Et c'est comme ça que, eh bien, me souvenant aussi surtout de ce que mon père Amo m'avait dit, c'est-à-dire qu'il m'avait dit que, pauvre Gabon, une île de richesse dans un océan de pauvreté. En 2009, lorsqu'il avait participé à l'élection présidentielle de 2009, et c'était un constat qu'il avait fait aussi après toutes ces années. Et il avait été bien aussi membre du gouvernement de feu président Omar Bongo Ondimba. Et avant ça, il avait été dans l'opposition quand il était jeune étudiant en France. Donc, vous savez, il est parti de l'opposition quand il était jeune étudiant. Il est rentré dans la gouvernance du Gabon auprès du feu président Omar Bongo Ondimba parce qu'il avait considéré aussi qu'il devait contribuer à la gouvernance de son pays, contribuer à la construction du Gabon. Et il a laissé un héritage politique et social très important. C'est André Borbam, ancien ministre des Affaires sociales et de la solidarité, entre 2002 et 2005, de feu Omar Bongo Ondimba, qui a mis en place la loi sur l'assurance maladie universelle qu'on appelle la CNAMGS. C'est lui qui s'est battu pour l'obtenir, pour que les Gabonais, notamment les pauvres et les Gabonais économiquement faibles, puissent avoir accès à une couverture médicale, pour que l'État puisse prendre en charge les frais de santé et de médicaments des pauvres et des populations défavorisées. C'est un combat social qu'il a mené de toutes ses forces pendant 3 ans. Moi, je l'ai vu. Donc, ça veut dire que ce qui est important pour un homme politique, c'est que quand vous allez au gouvernement, c'est pour y participer au changement, à la transformation de votre pays, à la transformation de la vie des Gabonais en bien. Et de même que mon père Amo l'a fait, quand il est passé de l'opposition à la gouvernance au sein du gouvernement d'Omar Bongo, ben moi je l'ai fait en tant que chef d'entreprise, député, je suis rentré dans le gouvernement d'Ali Bongo. Donc pourquoi je ne suis pas rentré pour les fastes et les dorures de la République? J'y suis rentré parce que je voulais bien participer à la construction et au développement de mon pays. Et mes états de service sont là pour le rappeler. J'ai travaillé durement au progrès du Gabon, à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, à mon niveau, quand j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports, et quand j'étais aussi aux eaux et forêts, ministre chargé du plan climat et de l'environnement. Donc, tout ce travail-là, je pourrais le rappeler à qui veut l'entendre, parce que stéréotyper tout le monde, mettre tout le monde dans le même panier, comme je le dis souvent, le gouvernement, c'est comme une salle de classe. Tous les élèves ne sont pas bons dans une salle de classe. Tous les élèves ne sont pas mauvais dans une salle de classe. Eh bien, moi, je pense que au gouvernement, j'ai des états de service positifs qui peuvent mentionner que j'ai été vraiment au service des Gabonais. Merci, monsieur l'ancien député. Ce qui attire l'attention du lecteur dans votre essai, c'est le fait que vous ayez cité des personnalités comme Nelson Mandela, vous avez cité Gandhi et bien d'autres. Peut-être pourquoi avoir fait allusion à ces personnages? Oui, parce que ça soit Nelson Mandela qui nous dit que la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas un acte de charité, mais c'est une affaire de justice. Nelson Mandela l'a dit. Ou bien Gandhi qui nous dit, vous savez que c'était le grand partisan de la lutte pacifique, considérer qu'on peut changer les choses de manière pacifique. Que ce soit Gilles Brand
qui nous dit que toute forme de lutte est une forme de chaos qu'on veut organiser, hein, ordre ab chaos, ça veut dire que l'ordre vient du chaos. Parce que quand on est dans un pays où il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire on est dans une forme de désordre. Ou bien Condorcet, que j'ai aussi cité, Nicolas de Condorcet, qui dit que on a le devoir d'améliorer les conditions de, de, de tout citoyen. Ce sont des guides pour moi. Ce sont des guides, ce sont des lumières qui me permettent sur le chemin, je dirais, de la construction de mon pays, qui me permettent de garder la foi dans mes convictions politiques. C'est pas facile, vous savez, quand vous voulez participer à la construction de votre pays, quand vous, même vous, tous les jours, quand vous voulez pratiquer le bien, le mal vous attaque toujours. C'est une loi universelle, hein, la lutte du bien contre le mal. Mais il faut avoir des branches sur lesquelles il faut se raccrocher. Et les branches sur lesquelles on s'accroche, eh bien, ce sont ces guides-là, universels, qui nous, par leur exemplarité, par leur modèle, Mandela nous a montré une capacité de résilience exceptionnelle. Et son combat, il l'a mené pacifiquement, il est resté en prison pendant 27 ans. Et en sortant de la prison politique, eh bien, il n'a pas été un homme, je dirais, agressif, il n'a pas essayé d'écarter les Blancs sud-africains, il n'a pas essayé de détruire les Blancs en Afrique du Sud. Au contraire, il a dit que les Blancs et les Noirs pouvaient ensemble participer à la construction de l'Afrique du Sud et regarder l'Afrique du Sud, c'est un modèle de réussite et de développement. Personne n'a été écarté. Et tous ces modèles-là, je les garde en moi, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je pense aussi à Jésus-Christ, qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Aimer son prochain. C'est important de savoir que l'amour est quelque chose qu'il faut qu'on développe dans notre pays. Parce que c'est grâce à l'amour, un amour avec un grand A majuscule, hein, que nous pouvons effectivement, l'amour agapé, comme on dit à l'église, c'est-à-dire que l'on peut effectivement avoir de l'empathie, avoir de la compassion pour nos compatriotes, parce que si on reste sans amour, on va plonger dans l'égoïsme, et c'est l'égoïsme qui fait qu'aujourd'hui nous ayons des problèmes avec la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics, la gabegie. C'est un manque d'amour pour nos compatriotes et nos concitoyens quand nous sommes aux affaires. Et ce manque d'amour s'est traduit par des détournements importants et massifs des deniers publics de notre pays, pour lesquels, quand on est aux affaires, nous avons la responsabilité. Parce que quand vous êtes chef de service, quand vous êtes directeur de l'administration centrale ou directeur général de l'administration centrale, ou secrétaire général ou membre du gouvernement, vous avez une part de responsabilité dans la gestion des affaires du pays et notamment des deniers publics. Si vous vous servez de ces deniers publics à des fins personnelles ou d'enrichissement illicite et rapide, vous privez des milliers et des millions de Gabonais de services sociaux de base, d'éducation, de santé, de transport et bien d'autres choses. Et c'est comme ça que la pauvreté explose. Donc tout ça, à un moment ou un autre, il faut que ça s'arrête. Il faut que l'on se dise que 40% de pauvreté dans notre pays, c'est trop. Il y aura toujours des pauvres hein, au Gabon. Attention. Même les pays développés, les États-Unis d'Amérique, la France par exemple, en France il y a 20% de pauvreté. Mais avoir près de 40% de pauvreté comme au Gabon, c'est inacceptable pour un pays riche comme le Gabon avec autant de ressources naturelles. Et que si on pouvait baisser cette pauvreté en dessous de 20%, ce serait déjà un saut qualitatif très important pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. On aurait beaucoup de veuves, d'orphelins, de jeunes, de retraités qui verraient leur vie changer dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos départements, dans nos provinces. Mais je fais confiance au président Oligui, c'est pour ça que j'ai voté pour lui et je le soutiens encore aujourd'hui. Et je sais que dans sa vision, on lui a donné un mandat clair de 7 ans
Beaucoup aujourd'hui veulent qu'il fasse le bilan. Mais je dis quel bilan? Au bout d'un an de mandature, je dirais qu'il a un mandat de 7 ans. Le temps des bilans n'est pas arrivé. Le bilan, c'est dans 7 ans, en 2032. C'est là où tout le monde pourra lui demander des comptes sur sa gestion, sur le projet de société qu'il a présenté aux Gabonais en 2025 et les réalisations qu'il aura effectuées dans le cadre de ce projet de société. Mais je pense que, comme disait le président Mitterrand, laissons le temps au temps et n'essayons pas d'aller plus vite que la musique. Est-ce que le bilan progressif, c'est pas aussi une façon de voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut réajuster en attendant la fin du mandat? Mais c'est à lui-même de faire son auto-bilan à mi-parcours. Je pense que lui-même fait des bilans d'étape. C'est-à-dire que le bilan d'étape, mais le bilan d'étape n'a rien d'une remise en cause de son mandat. Vous savez, il y a quelques mois, en France, plusieurs hommes et femmes politiques et hommes politiques français demandaient au président Macron, demandaient la destitution du président Macron. Beaucoup d'hommes politiques et femmes politiques français disaient que non, le président Macron n'a pas à être destitué. Des adversaires à lui, hein, et pourtant, hein, ils disaient que non, on n'a pas à le destituer, il a un mandat de 5 ans, il faut le laisser aller jusqu'au bout de son mandat. Parce que vous savez, la présidence de la République, c'est pas un homme, c'est une institution. Et c'est la clé de voûte des institutions, de l'architecture constitutionnelle. Si vous déstabilisez la première institution du pays, dans une république, vous déstabilisez tout le pays. Et nous avons besoin de stabilité, notamment pour pouvoir régler ce problème de dette publique, qu'il faut trouver des solutions. Ça ne sera pas facile parce que les discussions avec le Fonds monétaire international vont nous amener à faire des efforts dans notre politique budgétaire. Et ces efforts ne doivent pas être faits au détriment de notre politique sociale et des Gabonais vulnérables et pauvres. Et c'est cela que j'ai mis dans mon ouvrage. Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon. C'est-à-dire que moi, je propose aujourd'hui, dans le cadre des discussions avec le Fonds monétaire international, eh bien, que l'on puisse développer ce que j'ai appelé les filets sociaux. Les filets sociaux, ce sont des transferts monétaires ciblés et directs sur les populations vulnérables et pauvres. C'est-à-dire que les filets sociaux, c'est pas pour profiter aux cadres ou aux riches. Les filets sociaux, c'est pour aider ceux qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire ceux que l'on considère comme pauvres, c'est-à-dire vivant avec moins de 4 000 francs CFA par jour. Donc, ces filets sociaux sont nécessaires. Ils n'ont pas, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai vu le FMI et la Banque mondiale le faire en Afrique, le faire en Côte d'Ivoire, le faire en Zambie, le faire au Maroc, le faire en Égypte. C'est des mécanismes sociaux que l'État met en place dans le cadre de plan d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. Et cela va permettre d'aider les populations pauvres. Parce qu'il y aura nécessairement un ajustement de nos politiques publiques et de nos politiques financières. Mais cela ne doit pas impacter brutalement les populations vulnérables qui sont pauvres. Donc, sinon, eh bien, nous aurons des pauvres qui vont basculer dans l'extrême pauvreté. Et cela sera encore plus catastrophique. Parce que dans les 40% de pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté, vous avez 8% qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté. Alors, si nous ne tenons pas compte des filets sociaux, et si nous ne mettons pas les filets sociaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel entre le Gabon et le Fonds monétaire international, une bonne partie déjà des 40% des Gabonais qui sont pauvres vont basculer dans l'extrême pauvreté. Et là, ce serait catastrophique pour nos populations. Donc, il faut qu'on évite que déjà le nombre très important de pauvres, les 40%, bascule dans l'extrême pauvreté. Et là, nous aurons un problème de conscience et un problème de malgouvernance qui serait criarde. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Justement, quelles sont les solutions que vous préconisez? On a parlé justement de cultiver l'amour, on a parlé des filets sociaux. Quelle autre solution trouvez-vous pour éradiquer le phénomène? Alors, la lutte contre la corruption.
Mais la lutte contre la corruption, avant tout, il faut d'abord la lutte contre l'impunité. Le pivot de la corruption dans notre pays, qui exacerbe la pauvreté des Gabonais, c'est l'impunité. L'impunité, c'est cette façon de faire d'une élite qui pose des actes répréhensibles avec les deniers publics et qui n'est pas sanctionnée par la loi. Donc c'est quelque chose de dramatique dans un pays quand vous avez un fort taux d'impunité. Souvent vous entendez dire certaines personnalités, de toute façon, on ne me fera rien. De toute façon, mon frère est ministre. De toute façon, je suis le frère du directeur général, etc. On entend trop souvent cela. C'est ça l'impunité. C'est-à-dire nos frères, nos compatriotes qui sont aux affaires, eh bien, qui se permettent de détourner les deniers publics sans qu'il y ait de sanctions. Mais cela on le voit dans toutes nos familles, nous avons un parent qui fait ça. Et l'impunité, c'est le pivot pour moi de la corruption, qui est son corollaire. Et la corruption, qui est la conséquence de l'impunité, devient la cause grave de la pauvreté dans notre pays. Et donc, vous voyez, c'est une chaîne. L'impunité entraîne la corruption. La corruption entraîne le détournement des deniers publics massif, l'enrichissement illicite massif. Cela entraîne l'appauvrissement des finances publiques et cela entraîne donc le manque de moyens financiers pour des politiques sociales, le soutien des populations vulnérables, faibles, le manque de construction de routes, d'écoles, de santé pour tous, d'éducation pour tous, etc., etc. Et ça entraîne aussi la pauvreté des Gabonais. C'est ce que j'appelle la chaîne vicieuse. Donc, il faut lutter contre l'impunité, il faut lutter contre la corruption et adopter des moyens et des méthodes de gouvernance qui soient vertueuses, qui soient ciblées sur le Gabonais. C'est pour ça que quand le chef de l'État, Oligui Nguema, dit qu'il met l'homme, le Gabonais, au centre de sa politique publique, oui, il faudrait que cela soit le cas parce que c'est important de faire des lois et des politiques publiques qui servent d'abord les populations et pas des politiques publiques ou des lois qui servent autre chose, d'autres intérêts. Parce qu'on peut mettre en place des lois qui ne servent pas l'intérêt du peuple et qui servent, par exemple, des intérêts de grandes multinationales ou les intérêts d'une élite qui servent les intérêts d'une minorité. Il faut servir les intérêts de l'intérêt, il faut servir l'intérêt général. Il faut servir les intérêts de la majorité. Et dedans, vous avez les populations vulnérables, les populations pauvres, vous avez les classes moyennes aussi, vous avez les femmes, vous avez les jeunes, vous avez les anciens. Tout cela, il faut en tenir compte. Merci, Monsieur Franck Nguema. Vous avez sorti un essai aujourd'hui. Est-ce le premier et le dernier? Alors, je vous l'ai dit, c'est cet essai politique et social sur la lutte contre la pauvreté au Gabon. C'est le tome 1 que j'ai édité. Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon. Dans quelques mois et dans quelques années, nous allons continuer à sortir régulièrement des ouvrages parce que vous savez, la pauvreté est une problématique transversale qui touche beaucoup de secteurs. Et là, j'ai abordé la pauvreté sous l'angle des filets sociaux comme solution. Et ces filets sociaux, ces prestations familiales qu'il faut redonner. Regardez, je vous donne un exemple. Pendant des années, les Gabonais économiquement faibles, qui représentent quand même 900 000 Gabonais sur une population de 2,3 millions, c'est énorme, les Gabonais économiquement faibles. Ils avaient des allocations familiales avant, ces Gabonais économiquement faibles. Ben, aujourd'hui, ils n'en ont plus. Les Gabonais économiquement faibles avaient des facilités pour avoir les médicaments, se soigner. Aujourd'hui, la CNAMGS a des difficultés à assumer ses prestations de médicaments de santé à cause des problèmes de corruption, de gabegie. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut régler.
l'assurance maladie universelle qu'AMO a léguée en héritage social au Gabon et aux Gabonais, eh bien, aujourd'hui encore, quand vous allez vous faire soigner, vous allez prendre dans une clinique privée ou à l'hôpital, vous prenez une facture si vous devez vous faire opérer. Et, après le calcul de la CLAMGES, vous devez encore payer 30%, ce qu'on appelle le ticket modérateur. Mais 30% d'une opération chirurgicale de 2 millions, 30%, ça fait 600 000 francs CFA. 600 000 francs CFA, un Gabonais va le trouver où? Un Gabonais économiquement faible va le trouver où? Même un cadre. Donc moi, je considère que si on veut véritablement aider les Gabonais économiquement faibles, les pauvres, les populations vulnérables, il faut être capable que cette assurance maladie universelle soit prise à 100% par l'État pour la catégorie des pauvres et des Gabonais économiquement faibles et des populations vulnérables. C'est ça, lutter contre la pauvreté. S'agissant des allocations familiales, nous sommes contents de voir que les fonctionnaires reçoivent leurs allocations familiales. 8 000 francs CFA par enfant et par mois. Mais aujourd'hui, les Gabonais économiquement faibles n'en ont pas, comme je disais tantôt. Mais les Gabonais économiquement faibles qui sont en général au chômage, et vous savez qu'on a un fort taux de chômage aussi dans les populations et notamment chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est 40%, voire plus, de taux de chômage. Ben, il faudrait que ces jeunes aussi puissent bénéficier d'un soutien de l'État pour pouvoir, ma foi, vivre et supporter le choc de la vie. Parce que un jeune au chômage, vous avez deux catégories de jeunes au chômage. Ceux qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi, et ceux qui ont connu ce qu'on appelle l'échec scolaire, sans formation, sans diplôme, et qui vivent ce qu'on appelle le chômage de longue durée. Mais ces jeunes-là, il faut que l'État les protège. Il faut que l'État leur donne un espoir. Sinon, ils vont tomber dans le désespoir. Et quand vous n'avez plus d'espoir, quand un homme ou une femme n'a plus d'espoir, eh bien, il peut faire tout et n'importe quoi pour s'en sortir. Et c'est pour ça que dans nos sociétés, on voit le braquage dans nos quartiers, on voit nos jeunes s'adonner aux drogues, à toutes ces déviances de la société. C'est ça aussi l'oisiveté. Mais l'État doit protéger ces jeunes, doit leur donner aussi doit restaurer leur dignité. La restauration de la dignité des jeunes, c'est leur donner aussi, pourquoi pas, une allocation de chômage ou un filet social que j'appelle filet social productif, c'est-à-dire leur donner un financement pour qu'ils puissent faire une activité génératrice de revenus, comme je l'ai fait ici à Kanda. Vous savez, quand j'étais député, j'ai financé, grâce à mes fonds politiques, de députés et de membres du gouvernement, pendant des années, j'ai financé plus de 600 activités génératrices de revenus de femmes et de jeunes qui étaient au chômage. Et pour un montant de 100 millions de francs CFA. Je parle bien de 100 millions de francs CFA. Je n'ai pas eu besoin de prendre dans les caisses de l'État quand j'étais aux affaires, puisque les fonds politiques d'un député et d'un ministre peuvent lui permettre de faire ce qu'il veut avec les moyens que l'État lui donne. C'est tout ça que je dis aujourd'hui, qu'il faut qu'on pense aux Gabonais et qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour les Gabonais. C'est pour ça que dans mon ouvrage, ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon. Merci. Madame, Monsieur, vous avez constaté que nous étions en compagnie de Monsieur Franck Nguema qui fait déjà de la bataille sur la pauvreté, voilà, qui fait de la lutte contre la pauvreté, pardon, son cheval de bataille. Je ne suis pas seul. Hein. Oui, oui. Je suis en total accord avec le président de la République, Brice Kotor Oligui Nguema, qui fait aussi de la lutte contre la pauvreté un de ses chevaux de bataille. Merci. Merci la rédaction beaucoup. de vatrikov.com vous remercie d'avoir accepté de participer à ce jeu de questions-réponses. Merci.